Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Un track de 6 ans a coupé le souffle. Fabrice Stade, General Manager France chez Alan. Aujourd'hui, la vérité, c'est que les acteurs en complémentaire santé restent encore pour beaucoup des payeurs un peu aveugles. Et c'est une des raisons pour lesquelles on essaie de construire Alan de façon très différente. Des payeurs aveugles parce que souvent sur des modèles très éclatés, avec des personnes qui s'occupent ou de la souscription ou de la gestion, mais qui sont pas forcément, qui se connectent pas forcément toujours très bien les uns aux autres. L'assureur au milieu n'a pas une réelle vision 360 de toutes les interactions en temps réel. Et des payeurs qui ont aussi un déficit d'accès à l'information primaire. Aujourd'hui, c'est une autre question centrale qui est l'accès aux données de santé, qui est aujourd'hui très fermé et limité par les autorités publiques. Un assureur aujourd'hui, il est aveugle aussi. Alan, ce sont 300 000 membres, 15 000 entreprises clientes et 183 millions d'euros levés en série E. Des chiffres qui font tourner la tête. Fabrice revient sur le trajet de cette licorne tricolore qui explose véritablement les scores. Nous comprenons au travers de cette discussion à quel point la vision est forte depuis les tout débuts de la start-up en 2016. Nous analysons les services proposés sur les différentes verticales, de l'assurance santé au bien-être mental en passant par les conseils au DRH. Alan propose une solution complète pour les TPE, les PME, mais aussi les indépendants ou encore les grandes entreprises. Nous comprenons comment la culture extrêmement forte de cette scale-up se met en musique et vient en soutien de l'hypercroissance de cette jeune société au futur prometteur. Enfin, nous terminons sur le burn rate et les enjeux de croissance dans un marché du travail ultra tendu et avec la vague de froid que connaît actuellement le VC. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour venir nous parler d'Alan. Tu as une expérience professionnelle assez intéressante que j'aimerais que tu partages avec l'audience avant qu'on attaque sur le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir, c'est un grand plaisir de participer à ce podcast. Intéressant, je ne sais pas, moi, ça fait... Vachement varié. J'ai un parcours assez varié, mais qui a comme fil conducteur finalement le monde de l'assurance de près ou de loin. Oui. J'ai commencé ma carrière il y a une grosse quinzaine d'années en travaillant dans la fonction publique, dans la supervision des activités d'assurance. D'accord. C'était un choix que j'ai fait à la sortie de mes études que de rentrer dans la fonction publique. Parce que j'en avais la possibilité, c'est toujours plus facile de rentrer dans la fonction publique quand on peut y rentrer encore aujourd'hui sous un certain statut, oui. Mais également parce que je trouvais que c'était important d'une certaine façon de redonner un petit peu de ce que j'avais eu la chance de recevoir. Et donc rentrer dans la fonction publique a été un choix assez naturel pour moi. Et l'assurance me semblait recouper énormément de choses qui me tenaient à cœur. Sortant d'études d'ingénieur, toute la partie chiffres, toute la partie un petit peu quantitative me parlait, mais j'avais tout de suite perçu les impacts sociétaux importants que pouvait avoir l'assurance, le fait aussi qu'à travers ces activités-là, on était au cœur de la vie des personnes et qu'on pouvait les impacter positivement. Donc j'ai trouvé que c'était une activité, un secteur qui me permettrait de faire des choses intéressantes. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai commencé à travailler au sein de l'autorité de contrôle, un boulot de superviseur assez classique où j'avais un portefeuille de boîtes d'assurance dont je devais m'occuper et m'assurer qu'elles aient toujours de quoi faire face à leurs engagements. Ouais. C'était la période un petit peu remuée entre 2006 et 2010, crise financière. Je ne me souviens pas. J'imagine que tu as dû avoir quelques sueurs froides aussi à ces moments-là. Et côté autorité de contrôle, ça a été aussi une période hyper intéressante parce qu'il a fallu en quelque temps réapprendre aussi et se réapproprier aussi peut-être un monde qui n'était pas celui sur lequel les grands anciens avaient eu l'habitude de travailler. Donc réfléchir beaucoup à ce que sont ces nouveaux actifs financiers, quels sont les risques qu'ils font porter. Et pour la petite histoire, je me souviens avoir été en septembre 2008 à Londres, à côté des salles de marché, parce qu'on faisait de temps en temps des contrôles communs avec l'autorité bancaire, à travailler sur un contrôle d'une grande banque sur ses activités de marché, à recevoir dans mon petit bureau les traders qui, un venaient de m'expliquer que le monde était en train de littéralement s'effondrer. Donc ça a été une expérience... Ils venaient de chez Lehman avec leur carton. Oui, quasi. Mais c'était en l'occurrence une banque française et qui était suffisamment solide. Mais c'est vrai que les chiffres qu'on voyait et les évolutions de marché qu'on voyait en intraday étaient juste devenues complètement... Et
Et puis il y a inédite. eu Alan. Non, il y a eu Generali. Il y a eu. Alors, ensuite, j'ai fait un petit passage en cabinet ministériel. Ouais. C'est finalement à travers la CPR que j'ai pu y aller parce que je me suis tout de suite, en fait, en parallèle de travailler sur du contrôle classique, je me suis intéressé à la protection sociale, à la dépendance en particulier. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à travailler avec les cabinets ministériels. Et de fil en aiguille, je leur ai dit que ça m'intéressait de les rejoindre. Ouais. Et là, les choses se passent jamais complètement comme on l'attend. Ils m'ont finalement proposé de les rejoindre, mais pour travailler sur la réforme des retraites. Ouais. Donc j'ai rejoint le cabinet d'Éric Woerth pour travailler sur la réforme des retraites de 2010, qu'on a mené à son terme en l'espace de quelques mois qui ont été des mois extrêmement intenses, ouais. chargés, avec une petite équipe hyper motivée, avec un ministre hyper engagé. Et voilà, on a réussi à faire passer ce projet-là. Éric Woerth ne fait pas partie du gouvernement qui suit. J'ai la chance de rejoindre Roselyne Bachelot justement pour travailler sur ce que j'avais en tête au départ, qui est la dépendance et la prise en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc un travail sur un secteur qui est d'ailleurs qui fait toujours malheureusement dans certains cas la une encore de l'actualité, où il y a énormément de choses encore qui restent à faire. Et à notre niveau, on a apporté, je pense, notre petite pierre à l'édifice pour faire en sorte que une prise en charge des personnes âgées soit meilleure. Ouais. Suite à ce parcours-là, j'ai effectivement travaillé chez Generali pendant quelques années. D'abord directement avec Stéphane Dédéian, qui présidait la commission pour les assurances de personnes pour la profession, donc pour l'aider aussi à structurer ces dossiers-là. Et c'est marrant parce que Stéphane aujourd'hui est un partenaire très important d'Alan. C'est beau. Donc on se retrouve, on s'est jamais vraiment perdu, mais là on se retrouve bien. Et très rapidement, j'ai occupé des fonctions personnelles, notamment de direction technique, où je me suis occupé du marché des particuliers et après de toutes les problématiques d'assurance de personnes au sein de la direction technique chez Generali. Voilà. Top. Puis après, tu as pris un café avec Jean-Charles Samuel. Alors, Jean-Charles qui met un mail un peu énigmatique en mars 2016, me disant qu'il cherche à révolutionner l'assurance santé, l'expérience en santé, qu'ils sont en train de monter une équipe et qu'il a envie qu'on se parle. Voilà, on s'est parlé. Il y a eu un coup de foudre professionnel avec Jean-Charles, avec Charles, avec l'équipe qui allait devenir la première équipe d'Alan. Et très rapidement, voilà, j'ai décidé de les rejoindre pour pouvoir faire partie de cette aventure dès le départ. Top. Ton poste actuellement, c'est General Manager pour la France ? Voilà, donc aujourd'hui, je m'occupe de toutes les activités pour la France, Oui. avec comme double mission d'à la fois construire la stratégie qui nous permette d'atteindre le leadership sur le marché et en même temps de pouvoir au quotidien servir nos clients du mieux que l'on peut, parce que c'est par la qualité de notre service au quotidien qu'on arrive à faire grandir la boîte. Top. Alors, je vais te poser une première question qui est hyper large, donc à toi de voir Tu me coupes alors. comment rendre les choses synthétiques. J'aurais aimé que tu nous fasses un état des lieux de l'assurance santé en France. Donc, c'est un vaste sujet. Pour un petit peu dresser le décor pour l'audience et vraiment comprendre, parce que c'est des sujets que j'ai abordés en filigrane sur pas mal d'épisodes, mais je préférais qu'on ait un petit peu ton son de cloche, nous expliquer un petit peu le rôle des mutuelles, leurs actions, etc. Voilà. D'accord. Écoute, tu m'arrêtes si jamais il y a des choses qui te paraissent trop évidentes. 5 minutes. 5 minutes. Déjà parler de la santé d'abord, puisque c'est ensuite dans ce cadre-là que s'inscrit l'assurance santé. C'est aujourd'hui, alors on a la chance en France déjà d'avoir aujourd'hui des médecins d'un très haut niveau et d'avoir accès encore à des soins de façon raisonnablement facile. Et en même temps, il faut reconnaître que le système de santé en France commence doucement à être un petit peu déclassé. On était régulièrement cité parmi le premier ou les deux premiers. Et aujourd'hui, on commence un petit peu à dériver. Je crois qu'il y a une enquête qui nous plaçait 11e en Europe. Avec, je pense, un double problème qui est un double problème de satisfaction adossé à un problème de viabilité du système. Un problème de satisfaction de la part des usagers qui se trouvent peu informés finalement des choses auxquelles ils ou elles ont droit, de la qualité des prestations auxquelles chacun peut prétendre, insatisfait aussi du manque de personnalisation et finalement du fait que beaucoup de gens vont les aider au moment où ils sont malades, mais peu de gens vont les aider pour anticiper peut-être les problèmes et dans une démarche préventive beaucoup plus. Puis l'autre problème extrêmement important qui est celui de la manière dont les professionnels de santé aujourd'hui vivent leur métier. Je crois qu'il y a des chiffres aujourd'hui qui sont impressionnants de personnels de santé qui se disent un peu à bout de souffle. Donc un système qui commence à montrer des signes assez importants de double mécontentement, puis couplé à une viabilité
fiabilité du système qui est aussi régulièrement questionnée. La santé, c'est 12,5% de dépenses par rapport à notre PIB, donc c'est énorme, et se pose régulièrement des questions autour de son financement. Et puis parmi aujourd'hui, principalement les financeurs, on trouve effectivement les assureurs complémentaires, où là, on a un marché qui aujourd'hui est extrêmement encore éclaté. On doit avoir... Quand tu dis assurance, je suis désolée, je préfère être juste sur les termes, mais la complémentaire santé, est-ce qu'on parle également des mutuelles ? Ou il y a d'autres types de complémentaires ? Alors, mutuelle, c'est souvent un abus de langage qu'on utilise pour désigner l'assurance santé. Et en même temps, mutuelle, ça fait référence à un organisme en particulier qui relève du code de la mutualité. Donc, il y a de temps en temps un petit abus. Et d'ailleurs, je crois que les acteurs qui sont véritablement des mutuelles au sens juridique du terme n'aiment pas trop que les autres s'approprient ce terme-là. Ça fait partie des petites batailles un peu picrocolines du secteur. Il y a aujourd'hui, quand on dit assurance complémentaire, c'est tout le monde. Il y a des mutuelles qui sont historiquement créées après 45 et qui couvrent essentiellement des personnes à titre individuel. Il y a des institutions de prévoyance qui sont des organismes qui sont paritairement gérés par les partenaires sociaux et les employeurs. Et puis il y a les sociétés d'assurance classiques, comme Alan en fait partie, qui font partie de ce paysage. En tout, on doit avoir 430 organismes qui sont des complémentaires santé aujourd'hui en France, avec une tendance à la concentration de plus en plus, mais on reste encore sur un marché avec beaucoup d'acteurs. D'accord. Alors, le rôle de ces organismes complémentaires, leurs actions, est-ce que tu peux décrire concrètement ce que c'est ? Parce qu'on voit plutôt le côté solidarité, entraide, mais moins prévention. Alors aujourd'hui, la vérité, c'est que les acteurs en complémentaire santé restent encore pour beaucoup des payeurs un peu aveugles, en fait. Et c'est dans ce cadre, c'est une des raisons pour lesquelles on essaie de construire Alan de façon très différente. Des payeurs aveugles, parce que souvent sur des modèles très éclatés, avec des personnes qui s'occupent ou de la souscription ou de la gestion, mais qui sont pas forcément, qui se connectent pas forcément toujours très bien les uns aux autres. L'assureur au milieu n'a pas une réelle vision 360 de toutes les interactions en temps réel, et un secteur donc des payeurs qui ont aussi un déficit d'accès à l'information primaire. Aujourd'hui, c'est une autre question centrale qui est l'accès aux données de santé, qui est aujourd'hui très fermé et limité par les autorités publiques. Un assureur aujourd'hui, il est aveugle aussi, parce que quand il a un soin à rembourser, il va savoir le strict minimum qui lui permet de rembourser correctement ce soin, mais n'aura pas nécessairement des informations sur l'état de santé de la personne qui est protégée, et donc ne sera pas en capacité toujours de lui apporter le meilleur conseil possible. D'accord. Donc il y a effectivement aujourd'hui ce secteur-là où on a beaucoup de payeurs aveugles, et une volonté certes d'apporter des solutions de services un petit peu différentes, mais quand on regarde dans les faits, les taux d'usage des acteurs traditionnels, ils restent extrêmement faibles. Les taux d'usage des services complémentaires, que ce soit des services de prévention, que ce soit des services d'accompagnement spécifiques de personnes en difficulté, restent extrêmement faibles, parce que en réalité, c'est difficile de construire une expérience globale qui va permettre d'accompagner les personnes aussi bien dans leur remboursement, mais plus généralement dans tout leur parcours de soins, en leur proposant les bons services au bon moment. Et c'est là où je crois que c'est ce qui a été à l'origine de la création d'Alan, et c'est là-dessus, je pense, qu'on se distingue fortement de nos concurrents. Comment tu dirais que ce secteur a évolué ? Parce que ces 3 dernières années, ça a été quand même assez éprouvant pour tout le système de santé. Il y a quand même des usages maintenant qui sont différents. Est-ce que dans votre secteur, il y a vraiment eu une mouvance particulière qui a vraiment fait, je dirais, évoluer de façon assez radicale le secteur ? L'évolution la plus marquante est peut-être le plus grand recours à la téléconsultation aujourd'hui, qui était très cadenassé précédemment. C'était quasiment impossible de pouvoir avoir recours dans un cadre remboursé à des consultations à distance. Ça a changé. Aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines de millions de consultations qui sont effectuées. Donc là, il y a eu un vrai changement. Il y a un deuxième changement peut-être qui nous a tenu à cœur beaucoup chez Alan, parce qu'on a poussé fortement pour ça, qui est davantage de fluidité quand même sur le marché à travers la capacité qu'ont les entreprises de résilier à tout moment leur contrat d'assurance. Donc ça a été un élément changeant qui enlève un poids, je pense, dans la tête des chefs d'entreprise qui n'ont plus à se demander si, quand ils pourront changer leur contrat d'assurance. Au-delà, je pense que les évolutions telles que je les vois, moi je les vois beaucoup à travers qu'Alan a réussi à faire, et de porter un discours qui
qui change un petit peu la perception d'un simple assureur payeur aveugle vers un partenaire de santé et de bien-être, c'est quelque chose que nous on pousse et auquel on croit fortement. Top. Donc on a une bonne idée de votre vision, en tout cas la vision de départ qui est toujours la même que celle que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est étonnamment une vision qu'on a précisée, qu'on a travaillé, sur laquelle on a itéré, mais qui sur ses fondamentaux reste la même. C'est vrai pour la vision qu'on a de ce qu'on veut réaliser en tant qu'entreprise, et c'est aussi vrai sur la vision que l'on a de la manière dont on veut fonctionner en tant qu'entreprise. Et c'est ce qui m'a toujours frappé des premières discussions que j'ai pu avoir avec Charles et Jean-Charles, c'était que les fondamentaux de ce qu'on voulait faire étaient déjà très très présents au départ. Et c'est peut-être aussi quelque chose d'assez symptomatique de la manière dont Alan travaille, en essayant de se dire quel est l'état du monde qu'on veut créer, et puis ensuite comment on y va. Et puis l'état du monde qu'on veut créer, on l'avait déjà pour partie déjà défini à l'époque. Top. Alors, sur Alan, il y a plein de choses à dire. J'étais obligée de faire des choix, malheureusement. Sinon, on y passait 4 heures. J'aurais aimé peut-être que tu nous présentes l'équipe maintenant. Avant qu'on enregistre, tu me disais qu'il y avait quand même des collaborateurs qui provenaient de 70 pays différents. Donc, ça colore quand même pas mal les équipes. Alors, 70 villes. 70 villes, pardon. 70 villes, mais bientôt, j'espère, 70 pays. Ouais. Et on doit être dans... Les personnes habitent dans 9 pays différents. D'accord, tout de même. Moi, je me disais impressionnant. Parfait, ça vient de partout. Oui, donc avoir une idée de combien vous êtes maintenant, les chiffres, etc. Avant qu'on regarde les différentes verticales que vous couvrez. Donc aujourd'hui, dans la boîte, on a un peu plus de 500. On a un peu plus de 500 avec des activités en France. Historiquement, on a la plus grosse partie de notre activité, mais également en Belgique, qui croît très vite, et en Espagne, qui croît aussi très bien. Pour donner quelques chiffres en termes de personnes que l'on couvre, on a aujourd'hui 300 000 membres. Nous, on les appelle des membres. Les Alaners ? Non, les Alaners, on le réserve pour les personnes en interne. D'accord, pardon. Pour les personnes en interne. Et on appelle des membres parce que on considère qu'on leur donne accès à un abonnement, finalement, pas simplement de l'assurance, mais à tout un panel de services. D'accord. Donc on a 300 000 membres aujourd'hui, avec un business dans l'assurance santé. On réfléchit, soit les personnes sont couvertes à travers leurs entreprises, soit elles sont couvertes directement. C'est le cas, par exemple, des retraités ou des indépendants. Ouais. Aujourd'hui, on a un focus qui est encore très important sur le marché de l'entreprise. Ouais. Donc à 90%, ces 300 000 personnes nous viennent des entreprises qui ont décidé de nous faire confiance. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, pour donner quelques repères, donc on a un peu plus de 500, on est présent dans 3 pays, on a 300 000 personnes couvertes, et en volume de chiffres annuels, de primes annuelles collectées, on a un petit peu au-dessus des 200 millions aujourd'hui. D'accord, parfait. Alors tu commençais à parler des différentes typologies de clients que vous servez. Est-ce que tu pourrais plus spécifiquement revenir ? Donc les entreprises. Alors aujourd'hui, on sert principalement les entreprises, même si aujourd'hui, si vous êtes un indépendant, vous pouvez directement souscrire une offre en ligne qui va vous proposer de la même manière une expérience santé très globale. Ouais. Les entreprises, ça a été, c'est encore le grand focus pour nous, avec 2 canaux d'acquisition différents. Les très petites entreprises peuvent directement souscrire en ligne. On peut les accompagner avec notre service client qui est hyper réactif pour répondre à leurs questions. Et puis, un autre canal d'acquisition qui est notre équipe commerciale interne, avec un choix peut-être aussi singulier et fort que l'on a fait, qui est de n'avoir que des commerciaux employés d'Alan, avec une équipe commerciale Alan. On a aujourd'hui une centaine de sales qui travaillent chez nous pour accompagner les entreprises dans leur transition. Et c'est un choix effectivement assez fort par rapport au reste. Sans intermédiaire. Ce qui est plus le cas dans d'autres compagnies d'assurance. C'est essentiellement le cas pour le reste du marché. Et nous, on a considéré que si on voulait avoir la capacité d'expliquer notre proposition de valeur, si on pouvait être dans une démarche de conseil dès le départ, on le ferait beaucoup mieux si dès le départ, les personnes étaient chez nous, en fait. Tout à fait. Quelle est la perception d'Alan dans ce secteur des assurances, sachant que c'est quand même la première compagnie qui a réussi à obtenir cet agrément de compagnie d'assurance après des dizaines d'années sans nouvelle compagnie d'assurance. Comment est-ce qu'il vous voit un petit peu dans le secteur ? Écoute, je vais te décevoir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et, non, mais alors dans ce cas-là, c'est mal formulé ma question, mais est-ce qu'ils sont dans des logiques éventuellement de partenariat avec vous ? Est-ce que vous recherchez à mettre en place ce genre de partenariat ou pas du tout ? Ou pas encore à ce stade ?
on est déjà, nous, en train de se concentrer profondément sur nous-mêmes et sur ce qu'on est capable de construire. On a une capacité aussi de grandir et des forces commerciales qui sont importantes. Donc on a véritablement d'abord une concentration sur nous-mêmes. On regarde en réalité très peu ce que les autres disent de nous, parce qu'on a toujours considéré que c'était un petit peu de perte de temps. Il y avait au début, quand on a eu l'agrément, énormément de sollicitations pour venir parler à droite à gauche. Transfert, knowledge transfer. Oui, et puis au final, on se rend vite compte que on n'a pas la capacité, même si on est 500 aujourd'hui, on se considère comme une petite équipe, et ce qui est le plus précieux pour nous, c'est le temps qu'on peut investir, et d'investir le temps sur les bonnes tâches à tout moment, c'est hyper important. Donc ce que disent de nous les concurrents, on le regarde pas trop, on l'entend évidemment quand un client nous parle de ce que d'autres personnes ont pu dire, mais voilà, c'est pas un axe d'attention extrêmement fort pour nous. Mais alors, quand vous avez déployé Alan as a Service, voilà. C'était pour s'adresser à qui alors ? Et voilà, et c'est là où effectivement on a certaines initiatives qui sont ouvertes sur des acteurs du monde de l'assurance d'un type un petit peu particulier. Et Alan as a Service est né du constat qu'en fait il y avait une partie des organisations, notamment les petites mutuelles, qui avaient une connaissance très intime de certains segments de marché que nous on connaissait moins bien, et qui en même temps avaient du mal à investir, à la fois parce que n'ont pas forcément ou les ressources ou les bonnes personnes pour créer les meilleurs outils, et avaient un petit peu peur aussi de se laisser un petit peu dépasser. Et on a trouvé qu'il pouvait avoir finalement l'alliance du meilleur de deux mondes pour proposer une offre où, aux côtés de mutuelles, on a commencé avec une mutuelle qui s'appelle l'AMI Mutuelle, on arrive à proposer aujourd'hui l'offre complète de services qui vient compléter une approche très affinitaire avec une connaissance très intime de certains segments de marché que peuvent apporter ces mutuelles-là. Donc c'est une ligne de business complémentaire que l'on lance, qu'on a lancée là en début d'année, sur laquelle on est en train de beaucoup travailler. On a beaucoup de discussions actives avec d'autres mutuelles qui sont intéressées par ces services-là, et qui va nous permettre d'accélérer notre croissance et de servir à un nombre plus important de personnes beaucoup plus vite. Top. Alors on parlait, je ne sais pas si c'était pendant la discussion ou avant, de tout ce qui concerne la prévention. Et ça, c'est un sujet, c'est très fort hein, quand on suit votre actualité. Il y a eu la création de Alan Mind qui a fait suite à un rachat, c'est correct ? Et il y a beaucoup de sujets que vous traitez de façon très simple sur la ménopause, la parentalité, le bien-être au travail. Est-ce que tu pourrais nous expliciter plus concrètement ce qui est recherché ici et pratiquement, qu'est-ce que ça apporte à vos membres ? Déjà, ce que nous, on essaye de faire, c'est d'être ce partenaire santé de façon extrêmement large. C'est-à-dire qu'on est capable non seulement de faire excellemment bien notre métier d'assureur, et j'ai la conviction aujourd'hui que notre expérience assurance, où on rembourse 2/3 des remboursements qui nous sont présentés en moins d'une heure, en fait, elle a peu d'équivalent sur le marché. Et on a travaillé dur pour y arriver. Mais c'est qu'une partie de ce qu'on souhaite faire. Être partenaire santé, ça veut aussi dire mettre à disposition de l'information qualitative sur des sujets qui sont des fois des sujets qui ont été un petit peu ignorés. Donc, quand on discute avec nos membres, ils nous parlent de la prévention au sens large. Donc, on développe des outils qui leur envoient des rappels, par exemple, aller chez le dentiste de temps en temps. Vous voulez faire peut-être une vérification de votre vue. On a des outils qui nous permettent aujourd'hui de nous adresser aux personnes au bon moment pour les accompagner. Et puis, c'est de l'information aussi sur certains sujets qui sont moins traités de manière générale. Ça peut être le cas sur des articles que l'on a mis en ligne sur la ménopause, par exemple. Et c'était aussi le cas sur les questions de santé mentale. Et les questions de santé mentale, finalement, qui sont devenues aujourd'hui un axe extrêmement important de notre stratégie. On veut être le partenaire bien-être et le partenaire... et traiter ces questions de bien-être mental pour un très grand nombre de personnes nous est apparu comme un peu le nez au milieu de la figure d'un problème qui est énorme, dont les gens ont du mal à discuter et qui a besoin d'une solution complète pour être correctement adressé. D'accord. Et ça a été pour nous un choix stratégique extrêmement fort. On a même mis en pause des initiatives qui étaient successful. On avait un produit qui s'appelait Alan Baby qu'on a décidé de mettre en pause parce qu'on a considéré qu'il y avait là un besoin de focus de la part de la boîte pour pouvoir délivrer au niveau où on le voulait un accompagnement sur le bien-être mental aux standards de qualité que l'on estime devoir être les nôtres. Donc voilà, ça a été une démarche hyper importante. Pour donner juste quelques chiffres, je veux dire, sur la prévalence de ces sujets-là, on doit avoir 13 millions de Français aujourd'hui qui se déclarent
en souffrance psychologique, qui peut recouper de temps en temps des choses assez différentes. Pour la Sécu, ça a été, je crois, en 2020, le 2e poste de dépense. Ouais, c'est pas étonnant. Et pour autant, c'est un sujet dont les gens ont du mal à en parler. Et ils ne savent pas comment traiter tout ça. Ils ne savent pas nécessairement à qui s'adresser, etc. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Et les entreprises également sont perdues. Et des RH sont venus nous voir en disant « Aidez-nous, proposez-nous une solution qui soit à la fois du contenu de qualité, de l'accompagnement. » C'est les DRH qui viennent vous voir plutôt que les membres pour ces sujets-là. Ça a été les deux. Les deux, mais les DRH aussi, parce que eux-mêmes, confrontés à des épisodes, à des confinements assez lourds, ont vu ces problématiques-là apparaître très en haut de la pile. Ça a été, finalement, le Covid a été un catalyseur de tous ces événements-là et se sont trouvés dépourvus pour pouvoir adresser ces questions-là qui sont extrêmement compliquées. Donc ça nous a convaincus qu'il y avait un besoin réel, et donc on a décidé d'y aller d'investir de façon extrêmement importante sur ces sujets-là. On a notamment fait l'acquisition d'une boîte, et tu l'as mentionné, d'une boîte qui s'appelle Jour, qui était une boîte basée aux États-Unis. Avec les équipes nous ont rejoints et on a transformé le produit qui était un produit B2C initialement dans un produit B2C et B2B aujourd'hui pour servir les entreprises, avec les équipes qui nous ont rejoints à Paris et qui s'appellent aujourd'hui Alan Mind. Top. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la culture d'entreprise. Alors comme je te l'ai dit, moi j'ai lu 2 fois le livre Healthy Business, que j'ai recommandé aussi à plein de monde. J'aimerais que tu nous livres un peu les secrets quand même, que tu nous expliques un peu ce que c'est que cette transparence radicale et l'utilisation de l'écrit. L'ouvrage de Jean-Charles Samuelian, il est top parce qu'il est vraiment, c'est un prêt à l'emploi. C'est vraiment un guide et moi je le recommande beaucoup à des chefs d'entreprise que je croise parce que c'est très facile à mettre en œuvre et donc je voulais savoir comment c'est mis en œuvre chez vous, chez Alan. Alors c'est mis en œuvre un petit peu dans la manière dont Jean-Charles le décrit, avec peut-être juste au préalable un petit caveat qui est que la transparence radicale sans l'écrit ou sans la responsabilité très partagée ne marche pas nécessairement. En fait, la culture qu'on a essayé de mettre en place, on l'a construite petit à petit en nous inspirant d'expériences qu'on avait trouvées passionnantes, souvent des boîtes de tech en l'occurrence. Mais c'est un tout, en fait. C'est un équilibre qui fonctionne et qui a un équilibre entre la confiance, entre la transparence, entre la capacité de prendre des risques, entre la bienveillance aussi, qui est un élément clé parce que la transparence radicale sans bienveillance peut faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce point-là, qui est que c'est une culture qui nous est propre et c'est une culture qui fonctionne parce qu'elle est un équilibre entre plusieurs choses. Sur la transparence en particulier, c'est vrai qu'on le cite souvent en exemple parce que ça marque assez fortement quand on en discute. Finalement, c'est relativement simple. Par défaut, tout est transparent. Même les salaires en ligne sur le site d'Alan. En fait, sur tous les salaires. Et en réalité, la question des salaires, c'est extrêmement facile. Dès lors que les salaires sont publics, plus personne n'en parle. Ouais. Et en fait, d'un sujet qui était un sujet compliqué, un sujet qui faisait pas un peu de radio-moquette dans les entreprises, on en a fait on met les pieds dans le plat. On en a fait un non-sujet. Ouais. On en a fait un non-sujet. Les gens ne discutent plus pour savoir ce qu'un tel gagne ou pas, ne discutent plus pour comprendre pourquoi un tel a été promu ou pas, parce que les reviews que l'on fait biannuellement sont également partagées avec l'ensemble de l'équipe. Donc ça a finalement enlevé plein de problèmes un peu quotidiens de la vie classique des entreprises. Donc ça, c'est un premier exemple qui est intéressant. Ce qui est peut-être plus difficile à percevoir, c'est jusqu'à quel niveau on arrive à mettre cette transparence-là. Ouais. Et quand je dis que véritablement tout est transparent, c'est le cas. Ça peut être Jean-Charles qui va partager des échecs qu'il a pu rencontrer, des projets qu'il a sur lesquels il estime qu'il n'a pas forcément réussi. Ça peut être le partage de discussions hyper intéressantes qu'on peut avoir avec de potentiels actionnaires. Dans aucune boîte, j'ai entendu qu'on pouvait aller jusqu'à ce niveau-là de transparence. Pour autant, chez Alan, on fait confiance à l'équipe parce qu'on a le sentiment que de ces discussions-là, les gens comprendront mieux aussi la manière dont on peut être perçu, comprendront mieux aussi notre stratégie. Ça leur donnera la capacité de prendre de meilleures décisions. Donc cette transparence-là, finalement, elle est radicale dans le sens où elle concerne tout. Ouais, après, je pense qu'il y a quand même un moment où tout le monde n'est pas nécessairement prêt à lire certaines... Je pense par exemple à des minutes de board. Mm-hmm. Parfois, je suis pas certaine qu'il soit toujours à propos de communiquer tout de suite. Parfois, c'est bien d'un petit peu attendre. Est-ce que vous dosez ça ? Ou finalement, non, en fait...
On y va. Non, en fait, on s'est rendu compte qu'à vouloir se poser trop de questions, on se crée des problèmes qui n'étaient pas là, en fait. Et très souvent, on a imaginé qu'il y aura des problèmes. On sous-estime peut-être, je pense un peu souvent, la maturité d'une équipe, ou peut-être que le fait que quand il y a des fois des mauvaises nouvelles à partager, les personnes qui sont le plus conscientes de ces mauvaises nouvelles-là sont les personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, non, généralement, on n'a jamais eu ces cas-là, ce genre d'état d'âme, entre guillemets. Par contre, ça nous arrive de discuter ensemble et de discuter de façon très ouverte quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et c'est aussi le revers pas le revers, mais c'est le pendant de la transparence, c'est qu'il faut qu'elle suscite un vrai débat, en fait, que ce soit pas juste une transparence dans un sens. Et quand ça demande de l'implication et du temps quand même. Ça demande du temps, et ça demande de la capacité aussi de toutes les personnes dans la boîte à un moment donné de lever la main et de dire là je suis pas à l'aise avec ce qu'on a dit, ou je comprends pas telle ou telle chose. Et la valeur qu'on y voit, nous, ce sont des personnes qui ont une compréhension extrêmement fine de là où on veut aller, qui ont une capacité de prendre des décisions, parce que nous, on essaie de donner à tout le monde énormément de responsabilités. Donc la responsabilité va avec la compréhension du contexte dans lequel chacun opère. Sûr. Donc ça donne à tout le monde un contexte extrêmement profond. Et je crois que ça donne aussi une ambiance d'entreprise dans laquelle il n'y a pas de choses qui sont cachées. Il n'y a pas la peur d'avoir raté telle ou telle information. Il n'y a pas, encore une fois, des on-dit ou ce genre de choses. Donc ça donne une ambiance finalement très saine. Et là où je te rejoins, je pense qu'il y a une exigence derrière, qui est que quand on pense quelque chose, qu'on écrit quelque chose, on l'écrit aussi en ayant conscience que ça va être lu, que ça va être perçu par d'autres, et ça oblige aussi à une vraie rigueur, je pense, dans la manière dont on peut exprimer les choses. Ça ne veut pas dire on s'interdit absolument rien, mais par contre, ce qu'on écrit, finalement, on est capable de le dire les yeux dans les yeux aux personnes concernées. Et je trouve que c'est extrêmement simple parce qu'il y a une vraie culture de responsabilisation qui vient avec cette transparence-là. C'est top. Mais ça prend du temps. Et ce que je te disais un petit peu tout à l'heure en préambule de cette discussion, c'est que c'est une attention tous les moments. Et il faut que ça vienne, de tout en haut. Alors Jean-Charles déteste quand je dis tout en haut, mais il faut que ça vienne des fondateurs de la boîte. Il faut que les personnes qui soient les garants de ces grands piliers de la culture, ce soient les personnes qui soient depuis longtemps dans la boîte. Bien sûr. C'est extrêmement important. Est-ce que tu penses que cette culture transparaît dans les relations que vous développez, alors certes avec vos clients, mais aussi aux investisseurs et voire même le régulateur? Complètement. Et tu vois, par exemple, pour préparer ce podcast-là, j'ai pas perdu de temps à me dire qu'est-ce que j'ai le droit de dire, pas de dire, en fait. Tu vois, donc déjà c'est pas langue de bois, on a dit. Donc dans la communication externe, c'est extrêmement fort. Avec nos clients, c'est acquis, en fait, que quand on fait des choses bien, quand on rate des choses de façon proactive, on va les voir et en fait ils le savent, en fait. Donc c'est très bien. On est aussi peut-être un truc qu'on a fait très différemment du reste du marché, mais quand on a l'obligation d'assurance santé de partager les chiffres de consommation médicale avec les entreprises. Généralement, les assureurs disent bon, on va le faire, mais on va le faire une fois par an, de façon un petit peu, voilà. Pas toujours. Quand on voit des rapports de consommation, nous-mêmes de temps en temps, on a du mal à les comprendre. Donc, quand on n'est pas spécialiste de ces questions-là, on imagine que c'est un peu du charabia. Nous, on met en ligne de façon quasi instantanée les dépenses de santé, comme ça l'entreprise peut voir où là on est, comme ça on peut avoir des discussions pour dire quelles sont les actions éventuellement qu'on peut avoir vis-à-vis de vos collaborateurs, pour les sensibiliser sur tel ou tel poste de soins, pour leur dire que par exemple on a mis à disposition un outil qui s'appelle Align Clear, qui leur permet d'avoir accès à des lunettes hyper qualitatives à des prix qui sont un peu plus... Tu fais du cross-selling, c'est génial. Alors là c'est même un service qu'on est complètement intégré et qu'on est en train de déployer sur tout notre portefeuille, qui fait partie de cette offre globale d'accompagnement qu'on propose. Mais voilà, donc cette transparence-là, elle est importante. Et puis vis-à-vis du régulateur, alors moi j'en viens, donc j'en parlerai toujours avec... C'est atypique. C'est atypique, mais on a dès le départ, on a construit une relation dans la transparence complète et une vraie démarche partenariale en fait avec le régulateur, qui nous contrôle avec la même vigilance et la même rigueur qui contrôle n'importe quelle autre boîte d'assurance. Et par contre, nous, on va les voir de façon proactive, on leur explique là où on en est, on leur explique les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, et ça on le fait depuis le début. Et je pense qu'une des raisons qui a fait qu'on a réussi à avoir un agrément d'assurance là où personne ne l'avait eu depuis 30 ans, ça a été aussi dans notre capacité de les embarquer très tôt dans notre projet, de comprendre aussi très tôt quels seraient les points de vigilance qu'ils auraient et de pouvoir les adresser progressivement avec eux. Top. Alors, dernier point que je voulais traiter avec toi aujourd'hui, c'est la dernière levée. Je voulais faire un petit retour sur la table de capitalisation et voir un petit peu quels étaient les apports des derniers investisseurs, et que tu nous apportes un éclairage sur le refroidissement maintenant des marchés. Vous avez quand même
un burn rate qui est quand même très élevé. Donc comment vous gérez tout ça ? Alors effectivement, nous on a annoncé une série E il y a quelques semaines de 183 millions d'euros qui a été leadée par un fonds canadien qui s'appelle OTPP, qui rentre donc, qui n'était pas encore actionnaire et qui rentre donc, et les actionnaires historiques ont suivi également, donc on contribue aussi à ce tour de financement qui a pour but de nous permettre d'accélérer dans notre croissance, de devenir le partenaire santé de référence en Europe. On vise les plus de 3 millions d'utilisateurs d'ici à 2025 en Europe, et puis d'être le leader du bien-être mental. Donc ça, la feuille de route est claire pour nous. Elle va se faire également en continuant de faire grossir la boîte. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a des investissements qui sont importants. On va recruter 1000 Alaners dans les années qui vont venir, de toutes spécialités, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des commerciaux, des personnes spécialisées dans la création d'expériences utilisateurs, des personnes qui vont délivrer le service au quotidien, notamment un service client qui est hyper important pour nous. Donc ça va être un des aspects, une des choses qui va fortement nous occuper dans les prochains mois. Et puis du build-up aussi. Vous allez un petit peu faire de la croissance externe. On a une approche assez pragmatique par rapport à ces questions-là. On a fait l'acquisition de Jour parce qu'il y avait une opportunité pour nous d'accélérer sur une proposition de valeur qu'on avait identifiée. C'est pas un axe de prospection active. Okay. Quand on a un problème à résoudre, si on a une solution qui est intéressante, qui existe en externe, on regarde. Mais c'est pas aujourd'hui quelque chose sur lequel on a des équipes de corporate qui vont regarder ça de façon active. On a une approche très pragmatique par rapport à ces questions-là. Et puis tu mentionnais effectivement un burn rate. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, c'est de l'investissement. C'est un investissement parce que construire ce qu'on a construire un modèle extrêmement intégré qui va des modules de souscription en ligne, de gestion des remboursements, d'un service client qu'on est en train de sophistiquer grandement, de services de santé, d'un service de bien-être mental. Ce sont des investissements colossaux. L'an dernier, c'est encore 50 millions d'investissements que l'on va faire. Et on a la conviction aujourd'hui qu'on arrive à un moment de notre histoire où on est en capacité de se dire qu'à horizon 2025, on va être rentable globalement. Ouais. Donc on s'inscrit maintenant dans cette trajectoire-là qui est extrêmement claire, où on va continuer à croître notre base d'utilisateurs, on va continuer à faire croître l'équipe et on a une trajectoire claire pour atteindre l'équilibre financier d'ici à 2025 et peut-être même l'année d'avant en France qui est un marché plus mature. Et quels pays vous envisagez d'ouvrir prochainement ? Je ne peux pas te répondre encore précisément à cette question-là parce que ça fait partie des sujets qu'on n'a pas encore tranchés en interne tout simplement. Okay. On va aller sur un autre pays européen. On avait pris la décision cette année de se concentrer sur l'Espagne et la Belgique parce que quand même les choses avancent vite, ça nécessite un effort important de craquer des marchés complémentaires. Donc ça sera un autre pays européen qu'on annoncera dans les prochains mois. Top. Mais écoute, c'était hyper intéressant. Mais de toute façon, j'étais sûre que ça allait être hyper intéressant. Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme ouvrage pour clôturer ? 2 ouvrages peut-être. Et sans flagornerie aucune, je pense que l'ouvrage de Jean-Charles, qu'il a écrit à plusieurs mains, je pense qui s'appelle de l'assurance maladie aux partenaires bien-être. Tu me corrigeras si jamais j'ai écorché le titre. Et un bouquin qui est intéressant parce que je pense qu'il offre une réflexion à la fois tout en modestie et pleine d'ambition aussi par rapport aux difficultés que j'ai décrites en introduction que rencontre le système de santé aujourd'hui. Pose des éléments factuels sur quel est l'état aujourd'hui de ce système de santé et puis il explique aussi comment, à travers la technologie notamment et l'utilisation avisée des technologies, on arrivera à rendre le système de santé beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus proactif, beaucoup plus efficace également. Et c'est cette mission-là qu'on se donne avec Alan, de contribuer à cette transformation-là du système de santé. Et je pense qu'il est hyper... c'est un bouquin qui est hyper intéressant à cet égard. Et puis un autre bouquin qui me plaît beaucoup, qui s'appelle en anglais The Four Agreements, qui est un bouquin plus de développement personnel. Et il existe des tonnes de bouquins de développement personnel, mais qui donne quelques petits tips, je trouve, pour naviguer aujourd'hui dans un monde professionnel qui est exigeant, qui met souvent d'ailleurs les meilleurs éléments dans des situations de pression forte. On entend beaucoup parler du syndrome de l'imposteur, on entend parler beaucoup de ces choses-là. Et c'est un bouquin que je recommande assez souvent parce qu'il donne des petits conseils très pratiques, comme par exemple ne jamais prendre des choses de façon personnelle, comme ne jamais faire d'hypothèses sur ce que pensent l'une ou l'autre des personnes. C'est pas les accords Toltec, ça? C'est ça, non? Tu connais pas? Non, je connais pas ça. Je te montrerai. Tu montreras. Mais voilà, ce sont quelques
quelques petits tips de temps en temps qui permettent aussi de vivre la complexité du monde qui nous entoure, du monde professionnel, de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus détendue. Et je pense que le monde ne va pas se simplifier autour de nous. Et je pense que c'est à nous tous de nous adapter en trouvant les propres ressorts personnels aussi pour faire en sorte qu'on arrive à être heureux et à naviguer dans ce monde-là du mieux que l'on peut. Et puis un podcast, tu m'as demandé, je crois, également. Pourquoi pas, allons-y. Tu m'as demandé, alors je fais un peu de pub à probablement un de tes concurrents, mais j'aime déjà beaucoup ton podcast, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté tous tes épisodes, je les recommande chaudement. Il y a un podcast qui s'appelle Asie Innovation, que j'aime aussi, que j'aime beaucoup. Bon, il a un ton un petit peu sarcastique et décalé qui moi me fait rire. Et je trouve qu'on a aussi été souvent à regarder les innovations qui se passaient de l'autre côté de l'Atlantique sans se rendre compte de la lame de fond aussi qui pouvait arriver du côté de l'Asie. Et je trouve qu'on a beaucoup aussi à apprendre sur des pays qui sont radicalement différents, qui ont des cultures différentes, des modèles différents, des modèles de santé différents. Mais je trouve qu'il y a une manière il y a des problèmes intéressants qui ont été craqués à des ordres, à des échelles qui font peur quand on regarde même au niveau européen ce qu'on est capable de faire. Et je trouve que c'est rafraîchissant aussi d'élargir un petit peu son horizon et puis de s'inspirer aussi d'autres expériences que l'on regarde peut-être un peu moins souvent. Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.